Les Noirs ne gagneront plus aux élections en Afrique du Sud. Voilà exactement ce que beaucoup de personnes disent. Les Noirs en Afrique du Sud ont perdu, c'est fini, c'est bon. La guerre de Mandela était vaine, c'est fini, ils ne gagneront plus jamais aux élections. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais c'est pas possible, puisqu'il y a beaucoup trop de Noirs qu'il y en a des Blancs. Mais vous savez, dans la vie, ce n'est pas toujours question de masse ou de force. Quelquefois dans la vie, la victoire est une question de stratégie. On va essayer de voir très profondément ce que ça représente. Le ministre sud-africain de l'Intérieur vient de lancer un nouveau portail de rétablissement de citoyenneté. Ceci évidemment permettant aux personnes de vérifier et de récupérer leur statut de citoyen en ligne. Le ministre sud-africain, ce monsieur de l'Intérieur, oui ce n'est pas un noir, vient d'établir un portail, donc un moyen en ligne de pouvoir récupérer sa citoyenneté pour ceux qui l'ont perdu. Hi, it's Leon Schreiber here, the Minister of Home Affairs. Earlier this year, the Constitutional Court made a ruling on the reinstatement of citizenship for South Africans who lost their citizenship automatically. I'm very proud to announce today that we have launched a groundbreaking new portal that you can visit at myhomeaffairsonline.dha.gov.za and get confirmation that your citizenship has been reinstated. Pourquoi c'est important? Parce que beaucoup des Blancs sud-africains partis à l'étranger après Mandela ont perdu leur citoyenneté. Ainsi, sont devenus incapables de voter aux élections ou d'acquérir la carte nationale à cause de leur choix. Et pour ceux qui comprennent, ça veut dire que ceux qui vivent à l'étranger, ceux qui ont acquis la citoyenneté, ne peuvent pas voter et cela influence les élections. Qu'est-ce qui a changé? Le contexte est très simple. Depuis octobre 1995, les Sud-Africains qui acquéraient volontairement la citoyenneté d'un autre pays perdaient automatiquement leur citoyenneté sud-africaine. Sauf s'ils avaient obtenu une autorisation préalable du gouvernement. Eh ben c'est ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis de ceux qui aiment les pays autorisant plusieurs nationalités parce que ça donne beaucoup plus d'opportunités. En Afrique du Sud, en 1995, la loi a été votée disant toute personne qui quitterait le pays en gagnant une citoyenneté étrangère sans l'autorisation du gouvernement perdait automatiquement sa citoyenneté sud-africaine. Ça, évidemment, c'était en 95, juste à la sortie de Mandela. C'est au moment-là que les Noirs ont décidé sur cette loi. 30 ans plus tard, le 6 mai 2025, la Cour constitutionnelle a déclaré que cette règle était inconstitutionnelle. Elle a confirmé que toute personne ayant perdu sa citoyenneté en vertu de cette disposition est désormais considérée comme l'ayant jamais perdue. Donc toutes les personnes, principalement blanches, qui ont quitté l'Afrique du Sud en gagnant la citoyenneté australienne, anglaise ou canadienne ou autre chose, ont maintenant droit de redevenir sud-africains et avec ça aussi gagnent la possibilité de pouvoir voter aux élections. Pour comprendre le présent, quelquefois, il faut rentrer en arrière pour voir le passé. En 1895, les Européens se réunissent à Berlin pour discuter sur comment se partager l'Afrique. Pourquoi c'était nécessaire? C'était simple. L'objectif était, nous partons en Afrique, un continent riche qui regorge de sources presque intarissables, de pétrole, d'or, de diamants, de lithium. Nous y allons pendant qu'il y a des sauvages, mais on fera un effort énorme pour pas qu'on s'entretue entre nous là-bas. Et pourquoi c'était nécessaire? Parce que les Européens se sont entretués pendant des siècles en Europe. Et il était nécessaire que cette fois-là, puisqu'ils partent en Afrique, dans un milieu où il y a des sauvages, il était important pour eux de ne pas s'entretuer là-bas. Et c'est à partir de là qu'ils ont décidé, écoutez, tous ces pays ici seront colonies de la Grande-Bretagne, ces pays colonies de la France, ceux-là colonies de l'Allemagne, ces pays-là du Portugal, ainsi de suite. Maintenant, pendant que les Européens se partageaient l'Afrique, les Sud-Africains blancs étaient déjà en Afrique australe à l'époque. Je me rappelle ici que les Sud-Africains blancs sont généralement descendants des Allemands, des Hollandais et des Français. Leur objectif était différent. Ils étaient conquistadors. Contrairement aux Blancs qui sont venus en Afrique dans l'objectif de piller, de voler sous forme de colonie et de rentrer chez eux, les Sud-Africains sont partis en Afrique australe dans l'objectif de s'installer pour toujours. Jamais ils ne pensaient que dans l'avenir ou dans le futur, les Noirs contrôleraient le pays. Alors, évidemment, arrivés en Afrique du Sud, ils ont naturellement créé une séparation entre eux et les Noirs indigènes. En 1913, ils créent ce qu'ils appellent le Native Land Act. Le Native Land Act voulait simplement dire que désormais, les Noirs, ils ont plus de terre. Fini. Vous ne pouvez plus acheter des terres, même si vous avez de l'argent. Pour opérer dans quelconque terre, il faut que la terre appartienne à un Blanc. Donc, vous travaillez pour un Blanc pour pouvoir profiter de la terre. Toutes les terres arables et productives de l'Afrique du Sud étaient désormais entre les mains des Blancs. Les Noirs étaient jetés dans les coins où il y avait absolument rien, dans des bidonvilles. Fast forward, en 1948, on officialise l'apartheid. C'est alors là que les Noirs et les Blancs sont complètement séparés. Il y a désormais un transport pour Noirs, un transport pour Blancs, restaurant pour Noirs, restaurant pour Blancs, un banc pour Blancs, un banc pour Noirs, une plage pour Blancs, une plage pour Blancs. Les relations entre Blancs et Noirs étaient complètement interdites. Les relations amoureuses, on ne parle pas.
Les écoles pour blancs et les écoles pour noirs. C'était là que l'apartheid battait son plein. Et en ce moment-là, c'était très difficile pour les noirs parce que pour qu'un noir quitte sa maison pour aller visiter sa tante dans son quartier, il lui fallait avoir son passeport avec lui. C'était très difficile. Fast forward, 1994, Nelson Mandela quitte la prison après 27 ans. Il passe aux élections à travers le ANC et il gagne massivement les élections en Afrique du Sud. Mandela devient président. Avant que Mandela ne devienne président, beaucoup de blancs sud-africains étaient très effrayés. Ils pensaient que si les Noirs prenaient le pouvoir, les Noirs feraient de ce que eux avaient fait aux Noirs dans le passé. Donc il y avait une peur blanche. On se disait évidemment, quand vous faites du mal à une personne, il est tout à fait naturel que la personne réplique d'une certaine façon. Et beaucoup de blancs en ce moment-là, quand Mandela a gagné aux élections, ont décidé de quitter le pays. Nombreux sont partis en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Angleterre, au Canada et ailleurs. Alors une année plus tard, pendant le règne de Mandela, les Sud-Africains votent une loi, les Noirs évidemment, qui dit que les Sud-Africains qui acquéraient volontairement la citoyenneté d'un autre pays perdaient automatiquement leur citoyenneté sud-africaine, sauf s'ils avaient obtenu une autorisation préalable du gouvernement. Évidemment, ceux qui sont partis n'ont pas demandé l'autorisation du gouvernement pour devenir Australiens ou Canadiens. Pour eux, c'est plus évident, c'est plus facile de se naturaliser et continuer sa vie, surtout qu'on avait peur dans le passé. Mais en faisant cela, évidemment, ça a aussi créé quelque chose. Toutes ces personnes parties à l'étranger ne pouvaient plus voter au nom de leur parti politique au pays. Ainsi, était une façon de garder le ANC de Nelson Mandela au pouvoir. Malheureusement, tout a changé très rapidement. Je vous rappelle que le ministre est là, vous le voyez, c'est un blanc. C'est un blanc du DA. DA, ce n'est pas la partie politique de Nelson Mandela. Et vous posez la question de savoir comment ça se fait que le monsieur qui est blanc devient ministre de l'Intérieur dans un pays qui s'est battu longtemps contre l'apartheid. Ceci, évidemment, expliquera tout cela. Malheureusement, avant d'arriver au pouvoir, les Noirs ont fait beaucoup de promesses aux Noirs, comme on le fait généralement. Si vous me votez, en tout cas, on fera tout ce qu'on peut faire. On va bâtir des maisons pour vos grands-mères, on va bâtir des foyers pour ceux qui sont en difficulté, qui n'ont pas de boulot. On va donner ce qu'il y a à donner, les écoles, les hôpitaux seront créés, tout le bazar. Mais arrivé au pouvoir, ce n'était pas du tout ce qui a été fait. Ils ont créé ce qu'ils appellent le BEE, en d'autres termes, Black Economic Empowerment. Black Economic Empowerment. C'était un système créé dans l'objectif de favoriser les Noirs pour que le Noir se rattrape par rapport aux Blancs en ce qui concerne les finances. Comment est-ce possible? Le gouvernement, par exemple, pourrait avoir besoin d'un contracteur, une personne pour bâtir les routes ou les hôpitaux. Parce que le gouvernement ne bâtit pas les routes ni les hôpitaux. Ils ont besoin des contracteurs. Alors, quand on fait une demande de marché, il y a des candidats qui se présentent. Et les candidats peuvent venir de n'importe où. Alors, le gouvernement, à travers le BEE, disait, si pour un travail, pour un marché, il y avait un candidat blanc et un candidat noir qui ont les mêmes qualifications et les mêmes qualités, on favorisera d'abord le candidat noir. Pourquoi? Parce que ses ancêtres et ses aïeux ont traversé des moments difficiles. Il lui faut se rattraper en termes de finances. C'était ça l'objectif du BEE. Mais en fin de compte, le BEE s'est transformé en autre chose. En quoi? Les gens prenaient ces opportunités. Au lieu de chercher des gens compétents pour construire des ponts, ils sont partis chercher des gens de leur famille, c'est-à-dire des cousins, des neveux, des gens qui n'ont aucune expérience sur comment construire les ponts. Et qu'est-ce qui se passait après, quelque temps? Après avoir donné beaucoup d'argent à cette personne, ce contracteur, vous verrez, une semaine plus tard, le pont se casse. Et c'est ça qui a créé la frustration chez pas seulement les Blancs, les Noirs aussi d'ailleurs. Parce qu'en fin de compte, à travers toutes ces choses qu'ils ont promis aux Noirs, la finalité c'était quoi? C'était les politiciens qui s'enrichissaient. C'est eux, au lieu de construire les hôpitaux, qui construisaient des maisons pour leurs deuxième, troisième, quatrième femmes. C'est eux, au lieu de construire des routes et des hôpitaux, qui achetaient des voitures pour leur famille. Fast forward. Rappelez-vous ici qu'en 94, le ANC gagnait de manière majoritaire aux élections. Et toutes les élections après cela, le ANC avait toujours été majoritaire au Parlement. Mais aux toutes dernières élections, ils ont été incapables de le faire. Ils n'ont pas été capables de gagner la majorité. Et pour ça, il fallait que le ANC fasse alliance avec une autre parti politique. Je vous rappelle ici que pendant que les années avançaient, les Noirs s'ébattaient entre eux. Ils avaient des difficultés, des incompréhensions et des mésententes. Et beaucoup, parmi eux, créaient leur propre parti politique, comme le IFF de Julius Malema, le MK de Jacob Zuma et beaucoup d'autres partis politiques. Et qu'est-ce que cela a fait? Ça a complètement affaibli la puissance massive qu'avaient les Noirs sud-africains pendant l'indépendance. C'est-à-dire, vous pouvez être plusieurs Noirs, des millions de Noirs, mais quand vous êtes séparés, vous n'êtes plus forts. En attendant, le DA, ce parti politique qui est considéré majoritairement blanc, continue de s'agrandir. Maintenant, la frustration des Noirs qui sont déçus de leurs frères noirs, qui ont promis d'améliorer le pays, la frustration des Blancs qui veulent changer le pays, comme ils veulent que ça soit, crée maintenant des partis politiques qui sont mixtes. Le ANC était incapable de gagner la majorité, ils se sont trouvés obligés de coopérer avec le DA, qui est un parti politique majoritairement blanche, pour gagner la majorité au Parlement. C'est-à-dire, ils ont mis à côté les IFF, ils ont mis à côté MK, ils ont mis à côté tous les Noirs, ils ont choisi les Blancs. Et c'est avec eux qu'ils sont ensemble. Et c'est comme ça que ce ministre est devenu ministre de ce gouvernement. Évidemment, le ministre, bien qu'il soit ministre dans ce gouvernement
ces gouvernements d'union, il reste fidèle à son parti politique. Il voudrait donner beaucoup d'opportunités, si possible, à son parti politique, chose qui est tout à fait naturelle. Et dans ce cas, leur redonner la possibilité de pouvoir redevenir sud-africains afin de voter pour que son parti politique gagne. Alors, la question la plus importante ici est celle-ci. Est-ce que la fraternité se limite à la couleur de peau? Sommes-nous frères simplement parce que nous avons la même couleur de peau? Même si, au lieu de construire un hôpital pour que ma mère y soit soignée, tu as dépensé de l'argent pour ta deuxième, troisième, quatrième femme. Sommes-nous toujours frères si au lieu de s'assurer que les services fonctionnent, tu attribues les possibilités, les opportunités à des membres de famille à mon détriment? Comment pourrais-je considérer une personne blanche ou asiatique qui fait les choses conformément à mes attentes pour me progresser, en créant des routes, des écoles pour que mes enfants y aillent? Est-il toujours étranger par rapport à moi? Ou la fraternité, en fait, c'est simplement soutenir ou faire ce qu'il faut faire correctement quand il faut le faire? Le ministre Dr Léon Scherbert a déclaré que le porté s'inscrit dans la transformation numérique la plus large visant à offrir des services les plus efficaces. Cette décision est prise pour restaurer la dignité de tous ces Sud-Africains qui ont quitté le pays. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Quelles leçons vous apprenez de cette histoire? C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Bonne leçon.